Hello les croque-lecteurs, je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission, et pas n'importe laquelle. En effet, l'équipe de Croque-Lecture a l'immense honneur d'accueillir sur le plateau Patrick Joquel, un poète que nous connaissons très bien. Nous l'avions d'ailleurs déjà interviewé lors de Salon du Livre. Et aujourd'hui, en cette semaine du Printemps des Poètes, celui-ci a eu la gentillesse de venir nous rendre visite afin de répondre à toutes nos questions. Assez parlé, c'est parti pour une interview qui s'annonce passionnante. Bonjour Patrick Joquel, pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots à nos croque-lecteurs ? Alors en quelques mots, je suis né dans les Alpes-Maritimes, à Cannes. Et si j'habite toujours dans la région cannoise, j'ai aussi voyagé avec mon métier ou par plaisir. Donc j'ai voyagé dans plusieurs pays, j'ai enseigné au Sénégal, en Angleterre. Et je me suis amusé après à découvrir aussi l'Irlande, les Philippines et d'autres pays d'Europe également. J'écris depuis longtemps. Donc j'écris à la fois des livres de poésie, des albums, des romans, en particulier des romans sur la préhistoire, en travaillant sur des sites préhistoriques précis et en vulgarisant le travail des archéologues. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie d'être poète à notre époque où la littérature semble ne plus tenir une place aussi importante qu'avant ? Mais je crois que c'est surtout une aventure personnelle. Un petit peu comme quand on décide de faire une randonnée en montagne et qu'on se donne un objectif. Là, l'objectif, ça serait non pas un sommet, mais ça serait d'arriver au bout d'un projet d'écriture. Donc cette aventure personnelle, donc c'est un travail sur soi, un travail sur les mots. Et puis ensuite, si on arrive jusqu'au bout du projet, donc si on arrive à publier le livre, c'est aussi une aventure de rencontre, puisque des livres vont générer des rencontres avec le public. Donc soit une rencontre indirecte lorsque le lecteur va acheter son livre en librairie, soit une rencontre directe lors d'une lecture en bibliothèque, sur un salon du livre, ou comme aujourd'hui au collège où je rencontre les élèves de 3e. Donc c'est une double aventure, à la fois personnelle et ensuite une aventure de rencontre, une aventure avec les autres. Vous écrivez essentiellement pour un public jeune. Pourquoi avoir fait ce choix ? Qu'appréciez-vous dans la littérature jeunesse que l'on ne peut pas avoir dans la littérature adulte ? Alors, moi, je commence toujours par répondre à cette question-là en disant que je n'aime pas trop les catégories. Alors, il se trouve effectivement que j'ai beaucoup de livres qui sont édités en jeunesse. C'est plus le choix des éditeurs qu'un choix d'auteur. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que dans mon écriture, j'ai toujours cherché à être lu par le plus grand nombre possible. Autrement dit, quand un enfant de CP ou de CE1, un enfant de l'école primaire, arrive à lire mon livre tout seul, je me dis que l'objectif est atteint en quelque sorte. Et c'est valable aussi bien donc pour la poésie que pour les romans. Il se trouve que par exemple les romans préhistoriques qui auraient pu être publiés dans des collections adultes sont publiés dans des collections jeunesse. Là, c'est le choix de l'éditeur. J'ai peut-être plus de contact avec ces gens-là aussi. Ce qui est intéressant en littérature jeunesse, c'est la grande liberté dont on peut jouir, en tout cas dont les poètes peuvent jouir. Parce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut, proposer des démarches comme celle-ci, par exemple, totalement nouvelles, puisque le chercheur d'or, donc, qui se présente comme une bande dessinée, c'est aussi un recueil de haïkus. Tout le texte de la bande dessinée est une succession de haïkus qu'on ne voit plus à l'œil directement comme ceci. Donc on est dans ce que j'appelle un peu une littérature expérimentale. La question c'était est-ce qu'on peut lier bande dessinée et haïkus ? On a travaillé sur plusieurs livres avec Johann Trojanowski, celui-ci aussi, c'était une étape antérieure. Et on trouve comme ça des petits éditeurs qui sont capables de faire vivre ces objets-là. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et j'aime bien ce genre d'aventure. Quel est selon vous le pouvoir que la poésie peut avoir sur les lecteurs ? Alors, est-ce que la poésie a un pouvoir ? Je ne sais pas. Je pense que quand même, ce qui m'intéresse dans la poésie, et j'ai longtemps été enseignant, donc je travaillais beaucoup les poèmes aussi avec mes élèves, dans le sens où un livre de poèmes, ça contribue un peu à réveiller le cerveau. C'est-à-dire qu'on a affaire à des textes très courts et qui veulent dire beaucoup de choses. Et je pense que s'interroger, prendre le temps de lire des poèmes, c'est prendre le risque de se laisser
décaler, de se laisser déporter de sa réalité. On n'est pas dans une histoire, dans un récit qu'on va suivre pas à pas, on est dans un autre monde, donc une autre réflexion, une invitation à regarder le monde différemment aussi. Donc je crois que ce qui est intéressant comme ça dans la poésie, c'est de réveiller un petit peu le monde, de sortir des sentiers battus en quelque sorte. Après, est-ce que j'y arrive ou pas? Je ne sais pas. Vous publiez une revue de poésie, Cairn. Pouvez-vous nous parler de ce projet? Alors la revue Cairn, ça c'est le dernier numéro, numéro 24. Donc on publie 2 numéros par an de cette revue Cairn. Un numéro en septembre, donc où le thème est choisi par le comité de rédaction, et puis le numéro de janvier qui, depuis plusieurs années, traite du thème du printemps des poètes. Donc numéro 24, c'est la beauté. Donc cette revue, elle a une ambition qui est de faire rentrer des poèmes contemporains dans les classes, donc de la maternelle au lycée, sachant que les poètes et les poèmes qui sont publiés ne vont pas être tous lisibles de la maternelle jusqu'au lycée. Après, c'est aux enseignants de faire leur choix. Mais c'est une tentative de faire rentrer dans l'éducation nationale donc des poètes contemporains, des poèmes contemporains. Et pour cela, on met aussi des pistes pédagogiques pour les enseignants, pistes d'écriture ou de réflexion autour des poèmes. Et on présente aussi pour les professeurs documentalistes une liste de livres qu'on devrait avoir dans tout établissement qui se respecte. Donc actuellement, on en est donc au 24e numéro. Si on est honnête, on a très peu et trop peu d'enseignants abonnés, mais ça ne nous empêche pas de continuer. À travers vos œuvres littéraires, on ressent votre intérêt à propos des cultures étrangères, comme par exemple dans Un grain de sable dans le Sine Saloum. Est-ce dû aux nombreux voyages que vous avez effectués? Alors effectivement, dans ce livre-là, Un grain de sable dans le Sine Saloum c'est la région du Sénégal où j'ai travaillé, et donc que je connais bien, où j'ai ma famille d'adoption. Et donc dans ce roman, j'ai revisité ce que j'avais vu, vécu, ressenti pendant les années où je travaillais là-bas. On va retrouver une démarche un peu similaire avec les romans de préhistoire, où je connais les sites pour y être allé, et ensuite il y a un travail de recherche documentaire, bien sûr, mais essayer de mettre comme ça des mots sur des sensations, des impressions vécues ou imaginées. Et dans les poèmes, on va retrouver aussi ce genre de choses d'une manière plus diffuse. Je fais beaucoup de montagne, donc la montagne va être un élément récurrent dans mes textes. Donc je crois qu'on écrit, que ce soit de la poésie ou de la prose, on écrit avec ce qu'on est et on met dans ces textes une partie de soi-même sans forcément le dire d'une manière directe, bien sûr. Vous abordez de nombreuses thématiques très intéressantes à travers vos ouvrages. Par exemple, dans l'Histoire du monde illustrée par Nathalie Deloradour, vous parlez de l'importance de la façon avec laquelle les hommes traitent la planète Terre. En quoi cela vous semblait-il important de parler de ce thème à travers la littérature jeunesse? Je crois que là, comme je disais tout à l'heure, on écrit avec ce qu'on est, avec ce qu'on vit, on écrit avec le monde qui nous entoure. Et donc les questionnements de ce monde vont forcément, enfin en ce qui me concerne, traverser mon écriture. Le travail avec Nathalie Deloradour, ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est que je travaille à partir de ces images. Nathalie est un peintre qui travaille par série. Donc quand elle a une série qui m'intéresse, je m'en empare et puis j'essaye de mettre des mots sur l'histoire qu'elle a imaginée à travers ces tableaux. Donc l'histoire du monde, c'était au départ sa vision à elle, et puis moi j'ai mis mon grain de sel en imaginant donc cette terre qui devenait invivable et en imaginant une sortie du problème qui n'est pas du tout celle de l'ère du temps actuellement, puisque dans le livre on imagine que les hommes quittent la terre et s'en vont ailleurs. Et actuellement on est plutôt dans une démarche de sauver la terre et une restriction des recherches scientifiques pour aller ailleurs. Peu importe, c'est chacun après à sa vision du thème. Je pense qu'à titre personnel, les deux solutions devraient être envisagées et doivent être envisagées. Dans les thèmes du quotidien comme ça, on va retrouver par exemple ces 2 livres-là en poésie, où on a quelques mots migrateurs, donc qui est un travail en cours. Puisque j'avais mis ces textes-là donc sur le thème des migrants sur mon site internet, ils y sont toujours. Et un éditeur, les éditions Corpus en l'occurrence, sont tombés sur le site, ont lu ça et m'ont dit on le publie.
Je dis oui, mais c'est pas fini, c'est un travail en cours, ça sera sans doute jamais fini. On publie et puis si tu continues à écrire dessus, on continuera aussi. Donc voilà, donc ça c'est un thème qui m'est cher. Dans Croquer l'orange, on va retrouver des thèmes quotidiens de la vie de tous les jours. On parle de webcam, de téléphone portable, alors qu'on est dans de la poésie. Donc j'aime bien travailler comme ça sur la réalité. Et puis dans d'autres livres, on va travailler sur, comme celui-ci, donc sur des aventures totalement imaginaires, totalement rêvées, où la réalité va se retrouver cachée derrière ces aventures imaginaires, puisque dans les mondes que visite Bomoth Obaldurk, on va retrouver des thématiques similaires à celles du Ku Klux Klan, on va retrouver des thématiques similaires à la pollution, etc. Donc on peut aborder comme ça des sujets très graves, aussi bien à travers le poème qu'à travers de la fiction. Pouvez-vous nous parler de vos créations poétiques à partir des illustrations de Nathalie Novi ? Alors avec Nathalie Novi, donc elle a publié sur Facebook depuis plusieurs mois maintenant des dessins d'enfants de Syrie. Donc dessins qu'elle fait à partir de photos, des photographes de guerre. Moi je suis tombé donc sur ces images via Facebook. Ça m'a interpellé, donc je me suis dit que j'allais les accompagner de haïkus. Donc j'en ai discuté avec Nathalie Novi et donc elle m'a donné l'autorisation de le faire d'une part et de montrer aussi ce travail-là puisqu'elle-même elle le met en public, donc il n'y a pas de raison. Donc on va retrouver sur mon site tous les dessins de Nathalie Novi et les haïkus qui l'accompagnent. C'est une démarche qui s'est faite spontanément, naturellement, qui n'a pas vraiment d'objectif autre que celle de le faire, en tout cas pour l'instant. Et c'est vraiment une réaction, on va dire à chaud, une réaction émotive à un drame actuel. Il n'y a pas de prise de position politique derrière, c'est juste il y a des enfants qui sont pris sous les feux de la guerre et voilà, ça nous fait mal quelque part. Et on a envie de mettre des mots là-dessus, en sachant que ça ne changera pas le monde non plus. Quelle différence pouvez-vous constater lorsque vous travaillez seul dans vos projets ou accompagné d'un autre artiste ? Y a-t-il quelques contraintes lors de la collaboration ? La plupart de mes livres illustrés, j'ai pu choisir et travailler avec l'illustrateur. Donc ça, c'est vraiment une chance extraordinaire. Il y a quelques livres où je n'ai jamais rencontré l'illustrateur. Quand on travaille ensemble, il y a plusieurs démarches. Celle avec Nathalie Deloradour, par exemple, dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a fait plusieurs livres ensemble. Celui-ci, c'est le dernier. Donc là, elle fait ses aquarelles, elle fait ses images. Moi, je travaille après. On en parle un petit peu. Elle m'explique un petit peu ce qu'elle a voulu faire dans sa démarche. Après, moi, j'écris. Et puis ensuite, on confronte. Il n'y a pas vraiment d'interaction entre nous sur la création elle-même. Alors qu'avec Johan Trojanowski, dont on parlait tout à l'heure par exemple, là on va vraiment construire la maquette ensemble, c'est-à-dire qu'on va discuter de ce qu'on veut faire, de quel format. Moi je vais faire un premier texte, il va faire des premiers dessins, et ensuite on s'accorde comme ça jusqu'au produit fini. Donc on peut avoir plusieurs allers-retours avec l'artiste pour essayer de construire chaque page de manière la plus parfaite possible en quelque sorte. Donc là il y a une discussion réelle qui s'instaure donc avec Johan, avec Thibaut Guyon par exemple aussi, où là aussi on a pu gérer les maquettes la maquette du livre entièrement, donc ça permet d'avoir des grandes pages comme ça par exemple. Avec Teresa Brome dans Vivre Chocolat aussi, où là on a travaillé plusieurs fois sur les mêmes pages jusqu'à ce que tout soit équilibré. Donc c'est un dialogue que j'aime bien parce qu'on n'est plus seul face à la création du texte, du livre, on est deux et donc on va s'effacer derrière l'intérêt supérieur qui est l'objet livre à l'arrivée. On imagine qu'écrire un ouvrage pour les enfants, comme par exemple Le Trésor de voyage, ne se révèle pas être la même tâche qu'écrire un roman comme Badalona pour les adolescents. Quelles contraintes rencontrez-vous en fonction des tranches d'âge pour lesquelles vous écrivez ? Des contraintes en fonction des tranches d'âge. Je n'ai pas vraiment de contraintes en fonction des tranches d'âge. Alors forcément, on ne va pas donner à un enfant de CE1 ou de CE2 100 pages à lire comme ça d'un seul coup.
Mais sinon, en termes d'écriture elle-même, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une grande différence. Lorsque je vais écrire un haïku, donc de 3 vers, de 17 syllabes, ce qui m'intéresse, c'est le haïku, c'est le langage, les mots que je vais mettre dedans. S'il peut être lu par tout le monde, c'est parfait, en termes de technique de lecture. Après, ce qu'il y a derrière, sur le sens caché du poème, on peut le lire à n'importe quel âge. Sur un roman comme Badalona, je ne me suis pas posé la question au départ de pour qui je vais écrire. Je me suis posé au départ comme question. Je me suis posé 2 questions en fait. C'était une époque où j'avais beaucoup d'entrées à Marineland, à Antibes, et donc je passais pas mal de temps à observer les orques et polars en particulier. Et de là est venue cette idée de mettre des cétacés dans un livre. Comment? Donc là, deuxième démarche, on va se projeter dans un futur, donc un roman de science-fiction. Et la troisième contrainte, c'était je voulais un récit, un double récit, la baleine et les humains. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire. Donc je me suis donné un cadre d'écriture en quelque sorte, mais je ne me suis pas donné un public. J'ai écrit mon histoire. Une fois qu'elle a été finie, je continue à la calibrer, à la rendre le plus lisible possible. Et à l'arrivée, l'éditeur a choisi donc de le publier pour... Alors adolescent, on sait qu'on a eu des achats en lecture suivie en CM1, CM2, donc on pourrait dire de 10 ans à 110 ans. Quels sont les derniers indispensables en poésie que vous nous conseillerez? Donc les derniers indispensables en poésie, donc j'ai regardé mes petites notes avant de partir, hein, et j'en ai choisi 3 ou 4 que je trouve vraiment intéressants. Un recueil de poèmes de Marc Baron, là, qui est sorti en 2018, qui s'appelle « Oh ma vie », aux éditions de La Rumeur Libre. Un autre recueil de poèmes qui est un long monologue, en fait, écrit par un jeune auteur, Kylian Provost. « Excusez-moi de vous déranger ». Donc là, on est dans, vous savez, ces gens qui, dans le métro, rentrent dans une rame et puis commencent à vous raconter qu'ils ont besoin de quelque chose pour vivre, etc. Et donc, on a tout un long monologue comme ça sur ce type de situation. C'est très, très réussi. C'est un tout petit bouquin, c'est pas cher, à lire absolument. Dans un autre genre, toujours en poésie, un livre de Christophe Jubien. Christophe Jubien, c'est le poète des petits instants, des petites choses du quotidien. Donc, aux éditions Henry, il a sorti un coup de balai autour d'une pâquerette. Voilà, ça vous donne l'ambiance du poète. Un livre existentiel, plein de questions de Simon Martin aux éditions Chêne. Qui es-tu? Et donc, il va interroger l'histoire génétique, d'où je viens, etc. Donc, un thème très actuel aussi, hein, sur de quel pays, de quelle migration suis-je originaire, si on remonte comme ça sur plusieurs milliers d'années. Et un petit livre qui a fait irruption dans le monde poétique là, en 2017, quelque chose qui ressemble à rien de connu jusqu'à présent, un livre donc de Cathy Ko, K-O, aux éditions Gros Texte. Ça s'appelle Maîtresse Poète-Poète. C'est un petit livre qui a reçu le prix Sadler en 2018. Et Cathy Ko, on va la retrouver au Printemps des Poètes dans les Alpes-Maritimes en tant que poète invité. Cette espèce d'ovni qui est vraiment à découvrir, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes pour écrire de la poésie? Alors, pour écrire de la poésie, il faut d'abord en lire beaucoup. Donc, écumer les rayons poésie des bibliothèques dont vous disposez. Hein. Après, allez voir sur Internet, chercher les revues, les éditions de poésie. Et puis bien sûr, après, chercher à écrire et corriger, s'interroger sur son texte, ne pas s'arrêter au premier jet en se disant « ça y est, je suis merveilleusement génial ». Un livre de poèmes, ça peut prendre plusieurs années à être écrit. On prend son temps, on n'est pas dans la société de consommation, la société de rapidité. On est sur une autre dimension temporelle. Chers croque-lecteurs, cette émission est malheureusement déjà terminée. On remercie énormément Patrick Joquel d'avoir pris la peine de venir répondre à toutes nos questions. On espère vous avoir donné envie de découvrir ses œuvres, qui valent vraiment le coup d'œil. Comme d'habitude, n'oubliez pas de nous dire ce que vous avez pensé de l'interview sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles lectures.